Le 23 octobre 1952, sur le terrain d'aviation de Culver City, en Californie, le pilote Gale Moore sentait ses mains trembler sur les commandes. Devant lui s'étendaient les rotors les plus gigantesques jamais montés sur un appareil volant, mesurant 40 mètres de diamètre, soit plus que l'envergure d'un bombardier lourd. Des centaines de journalistes, venus de tout le pays, pointaient leurs caméras vers cette machine monstrueuse qui allait soit révolutionner l'aviation, soit exploser en vol devant les yeux de toute l'Amérique. Howard Hughes lui-même, le milliardaire légendaire, se tenait au premier rang, les bras croisés, observant intensément son investissement de plusieurs millions de dollars. Moore savait que les ingénieurs avaient prévenu tout le monde en privé que les pales creuses géantes pouvaient se briser à tout instant sous la tension colossale qu'elles subissaient. Soudain, les moteurs à réaction General Electric se sont allumés avec un rugissement assourdissant et des flammes jaillissaient des extrémités des pales comme un dragon crachant du feu. Le bruit était si terrifiant que le Los Angeles Times rapporterait plus tard que le whoosh whoosh des pales en rotation ressemblait à des centaines d'obus d'artillerie volant simultanément dans les airs, un vacarme audible à plus de 10 km de distance. 3 années plus tôt, personne n'aurait pu imaginer qu'un tel monstre volant verrait le jour. L'armée de l'air américaine cherchait désespérément une solution à un problème crucial pour ses opérations militaires à travers le monde. Les généraux du Pentagone voulaient un hélicoptère capable de transporter plus de 23 000 kg de fret, incluant des pièces d'artillerie lourdes, des véhicules blindés et des tonnes de ravitaillement par-dessus les montagnes, les marécages et les zones de combat inaccessibles. À cette époque, les meilleurs hélicoptères disponibles, comme le Bell 47, ne pouvaient soulever que quelques centaines de kilogrammes, une capacité ridicule comparée aux besoins militaires. La Kellett Autogyro Corporation avait accepté le défi insensé de construire une grue volante révolutionnaire, mais le projet s'était rapidement transformé en cauchemar financier. Les ingénieurs de Kellett avaient conçu un système de propulsion complètement fou et sans précédent dans l'histoire de l'aviation. Au lieu d'utiliser un moteur traditionnel faisant tourner le rotor depuis le moyeu central, ils avaient imaginé un concept radical où des turboréacteurs compresseraient de l'air brûlant qui voyagerait ensuite à travers les pales creuses jusqu'aux extrémités, où du carburant serait injecté et enflammé. Cette idée géniale permettait de faire tourner le rotor directement par la propulsion au bout des pales, éliminant presque totalement le couple de rotation et réduisant considérablement la taille du rotor arrière nécessaire. Malheureusement pour Kellett, développer cette technologie révolutionnaire coûtait une fortune astronomique. Les prototypes de pales creuses se fissuraient constamment lors des tests au sol. Les systèmes d'injection de carburant tombaient en panne et chaque modification nécessitait des mois de calcul et de nouveaux essais. L'ingénieur en chef, Nick Stefano, se souvient avoir dit à ses collègues que le projet allait les ruiner financièrement, bien avant qu'ils puissent le terminer. En 1950, Kellett était au bord de la faillite totale et cherchait désespérément un acheteur pour sauver au moins une partie de leur travail acharné. C'est alors que Howard Hughes, l'homme le plus riche et le plus excentrique d'Amérique, est entré en scène avec un timing parfait. Hughes voulait absolument créer une division d'hélicoptères au sein de sa compagnie aéronautique, mais il avait besoin d'un projet spectaculaire pour faire sensation et attirer les meilleurs ingénieurs du pays. Après quelques semaines de négociations serrées, Hughes a acheté tous les plans, tous les prototypes et tous les droits du projet pour la somme de 250 000 $, une fraction de ce que Kellett avait déjà dépensé. Les ingénieurs de Kellett étaient furieux de voir leur bébé partir entre les mains d'un homme sans aucune expérience dans les hélicoptères. Mais ils n'avaient absolument aucun autre choix. Les installations de Hughes Aircraft à Culver City se sont transformées en un véritable cirque industriel dès l'arrivée des plans et des prototypes de Kellett. Les ingénieurs découvraient avec horreur l'ampleur monumentale du travail qui les attendait. Construire un hélicoptère avec des rotors de 40 mètres de diamètre nécessitait un hangar spécial que la compagnie ne possédait même pas.
Hughes a ordonné la construction immédiate d'une structure gigantesque capable d'abriter cette machine colossale. Et pendant ce temps, les équipes techniques ont commencé à rassembler des composants provenant d'une douzaine d'avions militaires différents pour accélérer le processus. Les trains d'atterrissage avant ont été arrachés à un bombardier B-25 Mitchell qui avait survécu à la guerre du Pacifique, tandis que les roues arrière massives provenaient d'un transport C-54 Skymaster ayant servi lors du pont aérien de Berlin. Le réservoir de carburant principal, capable de contenir des milliers de litres de kérosène, a été découpé dans la carcasse d'un B-29 Superfortress qui avait bombardé le Japon quelques années auparavant. La cabine de pilotage elle-même était un assemblage grotesque arraché à un planeur Waco CG-15, un appareil d'entraînement sans moteur qui n'avait jamais été conçu pour résister aux vibrations monstrueuses d'un rotor géant. Le petit rotor de queue, presque comique par sa taille ridicule comparée au rotor principal, avait été volé à un Sikorsky H-19. Cette approche de bricolage donnait au prototype un aspect franchement bizarre, comme si un enfant fou avait assemblé des morceaux d'avion jouets sans aucun plan cohérent. Les ingénieurs militaires qui venaient inspecter les progrès repartaient souvent en secouant la tête, incrédules devant cette monstruosité qui ressemblait davantage à une sculpture métallique absurde qu'à un véritable appareil volant. Mais le véritable défi technique résidait dans la fabrication des pales creuses géantes qui devaient transporter l'air comprimé brûlant depuis le moyeu central jusqu'aux extrémités où des jets de flammes propulseraient l'ensemble. Chaque pale mesurait près de 20 mètres de longueur et devait être parfaitement creuse tout en restant suffisamment solide pour supporter les forces aérodynamiques colossales générées par la rotation. Les métallurgistes de Hughes ont passé des mois à tester différents alliages et épaisseurs de parois, découvrant avec désespoir que les pales avaient une durée de vie ridiculement courte. Après seulement quelques heures de fonctionnement au sol, des fissures microscopiques apparaissaient dans le métal surchauffé, et les ingénieurs calculaient qu'en conditions réelles de vol, chaque pale ne pourrait probablement pas voler plus de 10 à 15 heures avant de devoir être remplacée complètement. Cette limitation catastrophique signifiait que l'appareil serait économiquement inutilisable pour des opérations militaires prolongées. Mais personne n'osait en parler ouvertement à Howard Hughes, qui avait déjà investi des sommes astronomiques dans le projet. Le système de propulsion lui-même fonctionnait selon un principe d'une complexité diabolique. Les deux turboréacteurs General Electric et J-35, montés dans le fuselage, compressaient de l'air à des températures dépassant les 500 degrés. Cet air surchauffé était ensuite canalisé vers le moyeu du rotor principal à travers un système de conduit renforcé capable de résister à cette chaleur infernale. Une fois dans le moyeu, l'air se divisait pour pénétrer dans chacune des deux pales creuses géantes, voyageant sur toute leur longueur jusqu'aux extrémités. Là, des injecteurs spéciaux pulvérisaient du kérosène directement dans le flux d'air brûlant, créant une combustion explosive qui générait la poussée nécessaire pour faire tourner l'ensemble du rotor. Les ingénieurs avaient calculé que le rotor ne tournerait qu'à 88 révolutions par minute, soit moins de la moitié de la vitesse d'un hélicoptère conventionnel, ce qui, théoriquement, réduisait les contraintes mécaniques. Mais la réalité s'est avérée bien différente des calculs sur papier. Pendant que les techniciens assemblaient cette machine démoniaque, Hughes faisait face à un problème encore plus urgent et dangereux. Qui serait assez fou pour piloter ce monstre lors de son premier vol ? La compagnie Hughes Aircraft ne possédait aucune division d'hélicoptères avant ce projet, donc aucun pilote qualifié dans son personnel. Les pilotes d'essai traditionnels de la compagnie, habitués aux avions à réaction rapide et agile, refusaient catégoriquement de monter dans cette horreur mécanique aux pales géantes qui pouvaient exploser à tout moment. Howard Hughes a commencé à chercher désespérément dans toute l'industrie aéronautique américaine, offrant des salaires extravagants à quiconque accepterait ce travail suicidaire. C'est alors qu'un pilote relativement jeune, nommé Gail Moore, a entendu parler de cette opportunité extraordinaire.
Moore travaillait pour Los Angeles Airways depuis 1948, pilotant des petits hélicoptères Sikorsky S-51 sur des trajets commerciaux courts et ennuyeux au-dessus de la ville. Il s'était rapidement fait une réputation comme pilote exceptionnellement compétent et prudent. Mais après 4 années à voler sur les mêmes routes monotones, il mourait d'envie de relever un véritable défi technique. Lorsque Moore a vu les premières photographies du XH-17 en construction, il a immédiatement compris que cet appareil représentait quelque chose de complètement différent de tout ce qu'il avait piloté auparavant. Les dimensions folles, le système de propulsion révolutionnaire, les risques mortels évidents, tout cela l'attirait irrésistiblement comme un aimant attire le métal. Il a contacté Hughes Aircraft et s'est présenté comme le candidat idéal pour ce poste. Les premiers tests au sol du XH-17 ont commencé en août 1952 et se sont immédiatement transformés en série de catastrophes techniques. Lorsque les ingénieurs ont allumé les turboréacteurs pour la première fois avec les pales installées, le rugissement des moteurs combiné au sifflement de l'air comprimé traversant les conduits creux a créé un vacarme si assourdissant que tous les ouvriers dans un rayon de plusieurs centaines de mètres ont dû porter des protections auditives renforcées. Mais le bruit n'était rien comparé au spectacle terrifiant qui a suivi. Quand le carburant a été injecté aux extrémités des pales, des jets de flammes orange et bleues ont jailli violemment dans l'air, créant l'impression que l'appareil était en feu. Les pompiers de la base se sont précipités avec leurs camions, pensant qu'une explosion catastrophique était imminente, avant de réaliser que ces flammes infernales faisaient partie du fonctionnement normal de cette machine diabolique. Pendant que le rotor accélérait progressivement, les techniciens ont observé avec horreur que les pales vibraient de manière inquiétante, se tordant et fléchissant sous les forces aérodynamiques comme si elles allaient se briser à chaque rotation. Nick Stefano, qui supervisait les essais, a ordonné l'arrêt immédiat après seulement 3 minutes de fonctionnement. L'inspection a révélé que le métal des pales avait surchauffé bien au-delà des températures prévues, provoquant des déformations microscopiques dans la structure. Il a fallu 2 semaines supplémentaires pour renforcer les systèmes de refroidissement et modifier les injecteurs de carburant afin de réduire la température de combustion. Pendant ce temps, Gail Moore passait ses journées à étudier obsessivement chaque détail technique de l'appareil, sachant que sa vie dépendrait de sa compréhension parfaite de ce monstre mécanique. Il interrogeait sans cesse les ingénieurs sur les limites de résistance des pales, sur les réactions attendues aux commandes, sur les procédures d'urgence en cas de défaillance. La plupart des techniciens lui répondaient avec des haussements d'épaules embarrassés, admettant franchement qu'ils ne savaient pas vraiment ce qui se passerait une fois l'appareil en vol. Le 16 septembre 1952, par une matinée californienne étonnamment fraîche, Moore s'est installé dans la cabine étroite du XH-17 pour tenter le premier décollage réel. Le plan était simple en théorie, s'élever d'environ 30 cm au-dessus du sol et maintenir cette position pendant quelques secondes avant de redescendre. Aucun mouvement latéral, aucune acrobatie, juste un vol stationnaire minimal pour vérifier que l'appareil pouvait effectivement voler. Moore a lancé les procédures de démarrage, sentant son cœur battre furieusement dans sa poitrine, tandis que les turboréacteurs montaient en puissance avec leur hurlement caractéristique. Les flammes ont commencé à cracher des extrémités des pales et le rotor géant a accéléré jusqu'à sa vitesse opérationnelle de 88 tours par minute. Le pilote a lentement tiré sur le levier de pas collectif pour augmenter l'angle d'attaque des pales. Soudainement, sans aucun avertissement, l'appareil tout entier a bondi violemment dans les airs comme s'il avait été catapulté par un ressort géant, s'élevant de près d'1 mètre en une fraction de seconde. Moore, complètement pris par surprise, a instinctivement repoussé le levier vers le bas. Le XH-17 est retombé brutalement sur le tarmac avec un choc métallique terrifiant qui a fait craquer les amortisseurs des trains d'atterrissage. Avant même que le pilote puisse reprendre ses esprits, l'appareil a rebondi à nouveau dans les airs, puis est retombé encore,
créant une série de sauts incontrôlables qui donnaient l'impression qu'un géant invisible jouait au basket-ball avec un hélicoptère de plusieurs tonnes. Les ingénieurs sur le terrain criaient dans leurs radios, les caméras filmaient ce désastre en direct, et Moore luttait désespérément pour stabiliser cette bête mécanique qui refusait obstinément d'obéir aux commandes. Après ce qui lui a semblé une éternité, mais n'a duré que 15 secondes, il a finalement réussi à poser l'appareil fermement au sol et à couper les moteurs, ses mains tremblant si fort qu'il pouvait à peine tenir les commandes. Il dira plus tard que cette expérience ressemblait à chevaucher un bâton sauteur géant en position assise, bondissant de haut en bas sans aucun contrôle possible. L'analyse détaillée de ce vol catastrophique a révélé que les commandes du XH-17 étaient environ 5 fois plus sensibles que celles du Sikorsky S-51 que Moore pilotait habituellement. Le moindre mouvement du levier de pas collectif produisait une réaction massive et instantanée, rendant le pilotage normal absolument impossible. Les ingénieurs ont passé les jours suivants à modifier les systèmes hydrauliques pour réduire cette sensibilité excessive, mais ils savaient que le problème fondamental était inhérent à la conception même de l'appareil. Un rotor aussi gigantesque générait des forces tellement colossales que le contrôler avec précision défiait les capacités humaines normales. Les semaines suivant le désastre du premier décollage ont été marquées par un entraînement brutal et répétitif. Moore passait chaque jour des heures dans la cabine du XH-17, effectuant des dizaines de microvols de quelques secondes, apprenant millimètre par millimètre comment cette machine réagissait à chaque toucher des commandes. Il a développé une technique complètement nouvelle, utilisant des mouvements imperceptibles de ses doigts plutôt que les gestes francs auxquels les pilotes d'hélicoptères étaient habitués. Chaque session d'entraînement consumait des quantités obscènes de carburant, les turboréacteurs engloutissant des centaines de litres de kérosène pour seulement quelques minutes de vol stationnaire. Les comptables de Hughes Aircraft calculaient avec désespoir que faire voler ce monstre pendant 1 heure coûtait plus cher que faire fonctionner 3 bombardiers B-29 simultanément. Cette consommation catastrophique rendait l'appareil totalement inutilisable pour des missions militaires réelles, mais personne n'osait encore avouer cette vérité embarrassante aux milliardaires qui finançaient le projet. Pendant que Moore perfectionnait laborieusement ses compétences de pilotage, Howard Hughes préparait fébrilement la grande démonstration publique qui devait prouver au monde entier que sa nouvelle division d'hélicoptères était viable. Il a personnellement contacté les rédacteurs en chef des plus grands journaux américains, promettant un spectacle aéronautique sans précédent qui ferait la une de tous les quotidiens du pays. Des invitations ont été envoyées aux officiers supérieurs de l'armée de l'air, aux sénateurs influents du Congrès, aux industriels importants de la côte ouest. Hughes voulait transformer ce vol en événement médiatique majeur qui éclipserait tous les accomplissements de ses concurrents dans l'aviation. La date choisie était le 23 octobre 1952, exactement 1 mois après le premier vol chaotique. Un délai terriblement court pour transformer un prototype instable en machine de démonstration présentable. À mesure que la date fatidique approchait, Moore sentait une pression psychologique écrasante s'accumuler sur ses épaules. Il savait que des dizaines de caméras filmeraient chaque seconde de son vol, que des centaines de journalistes analyseraient le moindre de ses mouvements, que l'avenir entier de la division hélicoptère de Hughes dépendait de sa performance. Les cauchemars ont commencé à envahir ses nuits, des rêves terrifiants où les pales géantes se brisaient en plein vol, projetant des fragments de métal brûlant dans toutes les directions. Il se réveillait en sueur, se demandant s'il n'avait pas commis une erreur monumentale en acceptant ce travail suicidaire. Mais l'orgueil professionnel et l'excitation pure de piloter quelque chose d'aussi extraordinaire le poussaient à continuer malgré ses peurs. Le matin du 23 octobre, Moore est arrivé sur le terrain d'aviation de Culver City 2 heures avant l'heure prévue de la démonstration. Des camions de télévision encombraient déjà les parkings, des techniciens installaient frénétiquement des caméras sous tous les angles possibles, des journalistes vérifiaient leurs équipements d'enregistrement. Une estrade spéciale avait été construite pour les invités importants, avec Howard Hughes occupant le siège central d'honneur
entouré de généraux en uniforme et d'hommes d'affaires en costume sombre. Lorsque Moore est sorti de sa voiture et a marché vers le hangar où le XH-17 attendait, il s'est senti submergé par un sentiment d'exposition totale, comme si des milliers d'yeux le scrutaient simultanément. Il a confié plus tard avoir ressenti une véritable frayeur scénique à ce moment précis, une terreur paralysante qu'il n'avait jamais éprouvée durant toutes ses années de vol commercial. L'idée que Howard Hughes en personne observerait chacun de ses gestes amplifiait considérablement son anxiété. Les techniciens ont remorqué le XH-17 hors du hangar devant la foule assemblée. Sous la lumière éclatante du soleil californien, l'appareil ressemblait encore plus grotesque qu'à l'intérieur, son assemblage hétéroclite de pièces récupérées créant une silhouette franchement bizarre qui ne ressemblait à aucun autre aéronef existant. Les spectateurs murmuraient entre eux, certains exprimant ouvertement leurs doutes sur la capacité de cette chose monstrueuse à voler correctement. Moore a grimpé dans la cabine, a bouclé son harnais de sécurité avec des doigts légèrement tremblants et a commencé méthodiquement les vérifications pré-vol. Il a fermé les yeux pendant quelques secondes, respirant profondément pour calmer ses nerfs tendus comme des fils électriques. Puis, il a actionné les interrupteurs de démarrage des turboréacteurs. Le rugissement des moteurs a instantanément capté l'attention de chaque personne présente. Quand les premières flammes ont jailli des extrémités des pales avec une violence explosive, plusieurs spectateurs ont reculé instinctivement, effrayés par ce spectacle infernal. Le bruit produit par le rotor en accélération était si puissant, si profondément résonnant, que les gens pouvaient le sentir vibrer dans leur poitrine, même à plusieurs centaines de mètres de distance. Un journaliste du Los Angeles Times nota dans son carnet que le son ressemblait exactement au tir continu d'une batterie d'artillerie lourde. Moore a attendu patiemment que le rotor atteigne sa vitesse opérationnelle stable avant de commencer la manœuvre la plus critique de sa carrière. Contrairement au vol catastrophique de septembre où il avait perdu totalement le contrôle, cette fois, il appliquait la technique perfectionnée durant des semaines d'entraînement acharné. Avec une délicatesse chirurgicale, il a tiré le levier de pas collectif par incréments microscopiques, sentant l'appareil répondre instantanément à chaque ajustement infinitésimal. Le XH-17 s'est élevé doucement, majestueusement, sans aucun des bonds erratiques qui avaient marqué la première tentative. Moore maintenait une altitude d'environ 2 mètres au-dessus du tarmac, parfaitement stable malgré les vibrations monstrueuses qui secouaient toute la structure métallique. Les caméras tournaient frénétiquement tandis que les journalistes griffonnaient des notes enthousiastes dans leurs carnets. Après plusieurs minutes de vol stationnaire impeccable, le pilote a poussé légèrement le cyclique vers l'avant et l'énorme machine a glissé en translation, avançant puis reculant avec une grâce surprenante pour quelque chose d'aussi massif. Ensuite sont venus les virages, des rotations complètes effectuées dans les 2 directions, démontrant un contrôle directionnel que personne n'aurait cru possible quelques semaines auparavant. La démonstration a duré exactement 10 minutes avant que Moore ne pose délicatement l'appareil exactement au même endroit d'où il avait décollé. Lorsque les turboréacteurs se sont tus et que les flammes aux extrémités des pales se sont éteintes, une explosion d'applaudissements a éclaté parmi les spectateurs. Howard Hughes affichait un sourire triomphant, serrant les mains des généraux et des hommes d'affaires autour de lui. Les photographes se précipitaient pour capturer des images du pilote descendant de la cabine, et les journalistes criaient des questions sur ses sensations durant le vol. Les titres des journaux du lendemain proclameraient le succès retentissant de cette démonstration spectaculaire, célébrant la naissance officielle de la division hélicoptère Hughes Aircraft. Le grand public américain découvrait fasciné les photographies de cette machine crachant du feu, et pendant quelques semaines glorieuses, il semblait que le XH-17 représentait véritablement l'avenir du transport aérien lourd. Mais derrière cette façade de succès médiatique se cachait une réalité technique brutale que les ingénieurs connaissaient parfaitement depuis le début.
Après seulement 3 vols supplémentaires effectués durant les semaines suivantes, les pales creuses montraient déjà des signes critiques de fatigue structurelle. Des fissures importantes apparaissaient dans le métal surchauffé et les calculs de résistance indiquaient que continuer à faire voler l'appareil présentait des risques d'accident catastrophiques de plus en plus élevés. Remplacer les pales coûtait une fortune absolument prohibitive, nécessitant des semaines de travail spécialisé pour fabriquer ces structures creuses géantes selon des tolérances extrêmement précises. De plus, les turboréacteurs General Electric J35 consommaient tellement de carburant que l'autonomie effective du XH-17 ne dépassait pas 45 minutes de vol, une imitation ridicule pour un appareil censé transporter des charges lourdes sur de longues distances. Les militaires ont rapidement compris que déployer cette machine sur un théâtre d'opération réel serait un cauchemar logistique impossible à gérer. L'armée de l'air a effectué ses propres évaluations indépendantes et les conclusions étaient accablantes. Pour le prix d'un seul XH-17 avec son entretien ruineux, les militaires pouvaient acquérir une flotte entière d'hélicoptères conventionnels, plus petits mais infiniment plus pratiques et fiables. La capacité théorique de soulever 23 000 kg devenait totalement illusoire quand on considérait que l'appareil devait consacrer la majorité de sa charge utile à transporter son propre carburant pour des missions même modérément longues. En conditions opérationnelles réelles, le XH-17 ne pouvait probablement transporter que quelques tonnes de fret sur des distances utiles, une performance pathétique comparée aux promesses initiales du projet. Les généraux ont poliment remercié Hughes pour ses efforts innovants, mais ont clairement fait comprendre qu'aucune commande militaire ne serait jamais passée pour cet appareil économiquement absurde. Hughes Aircraft a officiellement abandonné le programme XH-17 au début de l'année 1953, après avoir dépensé plusieurs millions de dollars pour un prototype qui avait volé moins de 6 heures au total durant toute son existence. Le seul exemplaire construit a été relégué dans un coin oublié du hangar de Culver City, accumulant la poussière pendant des années avant d'être finalement démantelé pour récupérer quelques composants réutilisables. Paradoxalement, cet échec commercial spectaculaire a néanmoins permis à Hughes de réaliser son objectif principal, établir une division hélicoptère crédible. Les connaissances techniques accumulées durant le développement du XH-17, même si l'appareil lui-même était inutilisable, ont servi de fondation pour des projets suivants plus réalistes. Le XH-28, successeur direct du 17, adoptait des dimensions beaucoup plus raisonnables tout en conservant certains principes de conception validés par les essais. Au fil des décennies, Hughes Helicopter est devenu un nom respecté dans l'industrie, développant des appareils militaires et civils reconnus pour leur qualité. L'aboutissement ultime de cette évolution est arrivé bien des années après la mort de Howard Hughes, quand la compagnie a créé l'AH-64 Apache, l'hélicoptère d'attaque le plus redoutable jamais construit, prouvant que même les échecs les plus coûteux peuvent engendrer des succès futurs inattendus. Si cette histoire des machines volantes les plus extraordinaires et les plus folles de l'aviation vous a captivé, alors n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire pour partager vos réflexions, à cliquer sur le pouce levé pour soutenir notre travail et bien sûr à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires fascinantes sur les appareils qui ont marqué le XXe siècle.